Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir l'algorithme de simplex dans le cas général. Je rappelle ce qu'on avait vu la dernière vidéo de la résolution graphique. Que lorsque on était en train de résoudre un PL avec un problème de maximisation, nous avons tracé la fonction objectif qui passe par l'origine et nous avons tiré cette droite vers la direction du gradient. Et le dernier point entre les parallèles à la fonction objectif et l'espace de solution, c'est le point optimal. En l'occurrence, c'est le point C ici. D'accord? Ça, c'est pour le problème de maximisation. Pour le problème de minimisation, ça ressemble un peu à ça. Sauf que, au lieu qu'on cherche le dernier point de contact entre les parallèles à la fonction objectif et l'espace de solution, en l'occurrence l'espace en vert, on va chercher le premier point d'intersection. Donc, en l'occurrence, c'est le point C. Une autre chose nous avons vu l'autre fois, c'est d'abord la définition d'un espace convexe, et puis nous avons dit que l'espace engendré par les contraintes d'un PL, c'est un espace convexe, et du coup, euh, nous avons prouvé que l'optimum se trouve nécessairement sur un coin. Et donc, pour chercher l'optimum d'un PL, il suffit de chercher la valeur de la fonction objective sur tous les coins et comparer pour prendre le maximum ou l'optimum de la fonction objective sur le coin qui va être la solution. Donc, on va faire la même chose, sauf que ici, on va faire en 3D. Voici un exemple. Donc, une entreprise qui fabrique trois produits, P1, P2 et P3, sur une machine qui travaille au maximum 45 heures par semaine. Donc voilà le tableau de données. On va les lire colonne par colonne. Donc P1, P2, P2, P3, ce sont les produits qui en vont être produits. Euh, le nombre d'unités produites par heure. Pour le P1, c'est 50 unités de P1 dans un intervalle d'une heure. Le P2, c'est 25 unités de P2 dans un intervalle d'une heure et la production de P3, 75 unités dans une heure. Donc ça, c'est la production par rapport à la durée. La capacité maximale, c'est de produire pour P1 1000 unités par semaine, pour P2 500 unités par semaine et pour P3 1500 unités par semaine. Le profit ou bien le gain de production par unité, donc il est exprimé en unités monétaires. Pour P1, c'est 4 unités monétaires ou 4 dirhams par unité. À chaque fois qu'on produise une unité de P1, on va gagner 4 dirhams ou 4 unités monétaires. De même, pour P2, on va en gagner 12 et pour P3, on va gagner 3 unités monétaires. Donc, on va nommer X1, X2, X3 les quantités produites par semaine de P1, P2 et P3. Donc, les contraintes de production, nous avons vu que d'après cette colonne-là, X1 ne peut pas dépasser 1000, puisque X1 c'est une production hebdomadaire. Donc, X1 ne peut pas dépasser 1000, X2 ne peut pas dépasser 500 et X3 ne peut pas dépasser 1500. Voilà les trois contraintes. Donc, pour produire 1000 unités de P1, puisqu'on peut produire 50 par heure, c'est-à-dire pour produire 1000 unités, il nous faut 1000 divisé par 50, c'est 20 heures. D'accord? Et du coup, pour produire X1 unités, il nous faut X1 divisé par 50. 50, je rappelle, c'est le nombre d'unités produites pendant une heure. Donc, le temps de travail de la machine pour produire X1 unités du produit P1, c'est X1 sur 50. C'est-à-dire, par exemple, si nous voulons produire 500 unités de P1, il nous faut 500 divisé par 50, ça va être 10 heures. Donc ça, c'est pour la production de P1. De même, pour production de P2 et de P3, on divise par 25 et on divise par 75. Or, je rappelle que la durée maximale de production pour la machine, la contrainte concernant la machine, c'est elle ne doit pas dépasser 45 heures.
Et du coup, on va prendre le temps de production de x1 plus le temps de production de x2 plus le temps de production de x3. Ça ne doit pas dépasser 45 heures par semaine. D'accord? Si on multiplie tout le monde ici par 75, on aura cette inéquation. Donc voilà les trois contraintes de production liées à la quantité et la contrainte de production liée à la machine, le temps de production pour la machine. Ce qui reste à écrire, ce sont les contraintes, ce qu'on appelle les non-négativités, c'est-à-dire que x1, x2, x3 doivent être non négatives, ce qu'on appelle les CNN. Et bien sûr, la fonction objectif, c'est puisqu'on gagne 4 unités monétaires pour la production de chaque unité de P1, donc c'est 4x1. De même, ça va être 12x2 plus 3x3. Donc voilà l'espace de solution. Donc on va on va commencer par les contraintes de non-négativité. Donc euh, ça va nous donner ce premier octant, d'accord? Puisque c'est ce plan-là, en le divisant sur l'axe x3, on va avoir le premier octant. Les contraintes 1 et 2 et 3, nous allons d'abord x1 est égal à 1000, c'est ce plan-là, d'accord? X2 est égal à 500, c'est ce plan-là, c'est tout ce plan-là qui va aller avec l'axe x3. Et x3 est égal à 1500, c'est ce plan-là qui contient les points E, F, G, d'accord? Donc c'est ce plan-là. Donc ce qui reste à faire, c'est la dernière contrainte liée au temps de production, c'est qui va nous donner un plan. Donc il faut chercher le plan, les points par lesquels il passe, d'accord? Donc 3x1 plus 6x2 plus 2x3 est égal à 6750, ça c'est un plan. Il faut chercher des points euh, par lesquels passe ce plan-là. Donc en fin de compte, si on va faire toute l'intersection de toutes les contraintes, on va avoir le polyèdre O, A, B, C, D, E, F, E, P, d'accord, R et Q. Donc voilà. Donc cette partie va être retranchée par le plan de la contrainte de durée. Donc voilà, ce qu'on avait fait en 2D, on peut le faire en 3D, c'est-à-dire on va tracer la fonction objectif. Dans ce cas-là, ne va plus être une droite, ça va être un plan, pardon. Et donc, on va tracer le plan qui passe par 0, si vous voulez, l'origine. Et on va faire de même, tracer le gradient, d'accord? Ça va être un perpendiculaire sur ce plan-là. Tracer le gradient et tirer vers la direction des gradients positifs, de sorte à chercher la dernière intersection d'un plan parallèle au plan P0, d'accord? Et l'intersection de la dernière intersection entre un parallèle au plan P0 et l'espace de solution va être l'optimum. Donc ça, c'est la résolution graphique en 3D. Euh, donc voilà, ça c'est pour chercher les coordonnées. On va trouver en fin de compte que l'optimum, ça va correspondre à ce point-là. Donc ce qu'on avait vu aussi l'autre fois, c'est que l'optimum ne peut pas se trouver à l'intérieur de l'espace de solution, ni dans les arêtes. Et nous avons prouvé que l'optimum se trouve nécessairement sur un des coins de l'espace de solution. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en 2D. De même, ça va être en 3D, d'accord? Et donc, du coup, pour chercher l'optimum d'un polyèdre, là, en général d'un espace de solution, il suffit de passer par tous les sommets. En général, les sommets, ce sont des intersections de n-1 hyperplans. Et donc, du coup, c'est pas vraiment simple de d'abord calculer les intersections et puis de calculer la fonction objectif
dans ces sommets-là, parce que ça demande un peu de calcul, surtout si le nombre de contraintes et de sommets est très grand. Et donc, euh, la solution, elle est atteinte, mais ça demande beaucoup de temps de calcul, d'accord? Et du coup, l'algorithme de simplex a été proposé dans ce sens-là, c'est-à-dire essayer d'éviter de passer par tous les sommets. D'abord, calculer l'intersection, qui sont les coordonnées des sommets, qui sont l'intersection des hyperplans, d'accord? Et calculer la fonction objective sur ces sommets-là. Et donc, euh, le sommet qui contient le meilleur résultat de la fonction objective, tout simplement, va être le sommet optimal. Donc ça, c'est la solution de parcours de toutes les possibilités sur les sommets. Sinon, il y a une autre méthode qu'on va voir, qui a été proposée par Danzig, qui est l'idée de l'algorithme de simplex. C'est-à-dire, on va voir un exemple ici. On prend cet exemple-là, ce PL, qu'on appelle PLS1, avec ses contraintes, d'accord? Ça va donner l'espace de solution qui est grisé ici. Et donc, la première solution, c'est de faire la résolution graphique. Comme on a dit, la fonction objectif des parallèles dernier contact va être l'optimum. Ou bien, la deuxième solution, c'est de calculer la fonction objectif sur tous les sommets qu'on a ici. D'accord? Il y a une troisième solution, c'est l'idée du simplex, c'est-à-dire, euh, on va pas passer par tous les sommets, mais on va passer par quelques sommets. On va lancer avec un sommet vraiment aléatoire. En général, c'est le 0,0, d'accord? Et l'idée, c'est de passer d'un sommet à un sommet adjacent, d'accord? Mais puisque dans ce cas-là, dans le cas de deux dimensions, chaque sommet, il a deux adjacents ici, d'accord? Euh, donc, il faut choisir parmi les adjacents. On va choisir celui qui a la dérivée partielle la plus grande, c'est-à-dire la plus grande augmentation de la fonction objectif. Et dans ce cas-là, ici, nous avons le PLS, la fonction objective, c'est 3x1 plus 5x2, d'accord? Dérivée partielle par rapport à x1, c'est 3. Dérivée partielle par rapport à x2, c'est 5. Donc, on va choisir d'aller dans la direction de x2. Donc, ici, on va choisir, on va passer de ce sommet-là vers l'adjacent qui a la plus grande augmentation de z, c'est ce sommet-là. Et on va faire la même chose, d'accord, avec une condition, c'est-à-dire à chaque fois, on va comparer le sommet en cours avec les adjacents. Donc pour ce sommet-là, les adjacents, c'est 0, 0 qui va 0, et le point de 6 qui vaut 3x1 plus 5x2. D'accord? Donc c'est 3, c'est 6, plus 5, c'est 36. D'accord? Donc on va voir, on va trouver que le point actuel, qui est le point 0,6, il est inférieur en termes de fonction objectif au point Z26, qui est 36, qui vaut 36. Et du coup, on va passer au point adjacent 36. De même, on va comparer donc, ce qu'on peut conclure, c'est que le 0,6 n'est pas optimal, bien sûr, ce point-là. Donc, ce point-là n'est pas optimal puisqu'on a trouvé un adjacent qui est supérieur en termes de valeur de fonction objectif. De même, le même traitement, on va le faire pour ce point-là. Comparer ce point à ses adjacents. Donc, ça, ici, il vaut 36, ici, il vaut 30. On va le comparer à ce point-là. D'accord? Donc, le point 4,3, la fonction objectif vaut 27. Le point 0,6, elle vaut 30. Et donc, nous avons trouvé que le point actuel, qui est le point de coordonnées de 6, il vaut 36, d'accord? Et il est supérieur à tous ces adjacents. Et du coup, lorsqu'on va trouver un point ou un sommet qui est supérieur à tous ces adjacents, on va arrêter et dire que le point actuel, c'est un point optimum, d'accord? Donc ça, c'est l'idée, si vous voulez, graphique de l'algorithme de simplex. Euh,
Donc, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, à chaque étape, on va comparer le sommet actuel à ses adjacents. Si on peut augmenter la valeur de fonction objectif, on passe au sommet suivant, qui va être un adjacent. Si on ne peut pas augmenter, ça y est, on décide que le sommet actuel est le sommet optimal. Bien sûr, la seule condition pour pouvoir augmenter ou pour pouvoir réitérer, c'est que euh, la fonction objectif doit augmenter d'une manière stricte. C'est-à-dire, si elle reste constante pendant plusieurs itérations, qu'on va voir des cas particuliers après, on doit décider. Ou bien on est devant un cas particulier, ce qu'on appelle des dégénérescences, ou bien c'est euh, c'est un cas juste intermédiaire qui va nous mener à l'optimum. Euh, donc l'idée, à chaque itération, c'est de comparer la fonction objectif sur le sommet en question avec ses adjacents. S'il est supérieur à tous les adjacents, on arrête, on va dire que c'est l'optimum. S'il n'est pas supérieur à tous les adjacents, on passe à un point qui contient la fonction objectif supérieure. Et on va voir l'algorithme de simplex, comment choisir le sommet adjacent vers lequel on va s'adresser. Euh, il reste à noter que il y a ici un bémol, c'est que parfois on risque de passer par un faux optimum, d'accord? Mais l'assurance qu'on a, c'est euh, on peut éviter cette situation puisque l'espace généré par les contraintes d'un PL, c'est un espace convexe. Et du coup, on peut pas risquer cette situation, c'est-à-dire la situation, on va tomber par exemple, dans ce sommet-là, d'accord? On va trouver que la fonction objectif, elle est supérieure dans ce sommet à tous les adjacents, qui est ce sommet-là et ce sommet-là, d'accord? Et du coup, on va arrêter ici et dire que ça, c'est le sommet optimum, alors que l'optimum, il peut être ici. Donc cette situation, on ne craint pas de la rencontrer. Pourquoi? Pour la simple raison que cet espace-là n'est pas convexe et ce qu'on sait que l'espace généré par les contraintes d'un PL, d'un programme linéaire, c'est un espace convexe. Et du coup, on peut interpréter ce qu'on a fait d'une manière graphique, on va le faire d'une manière analytique. C'est ce qu'on va voir. C'est l'algorithme de simplex qu'on va voir à partir de la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.